juillet 2023. Si vous collectiez des listes de techniques pour réaliser un excellent travail dans différents domaines, à quoi ressemblerait leur intersection? J'ai décidé de le découvrir en la créant. Mon objectif était en partie de créer un guide pouvant être utilisé par quelqu'un travaillant dans n'importe quel domaine. Mais j'étais aussi curieux de savoir à quoi ressemblerait cette intersection. Et une chose que cet exercice montre, c'est qu'elle a une forme bien définie. Ce n'est pas simplement un point étiqueté « travailler dur ». La recette suivante suppose que vous êtes très ambitieux. La première étape est de décider sur quoi travailler. Le travail que vous choisissez doit avoir 3 qualités. Il doit s'agir de quelque chose pour lequel vous avez une aptitude naturelle, dans lequel vous avez un profond intérêt et qui offre la possibilité de réaliser un excellent travail. En pratique, vous n'avez pas à vous soucier beaucoup de la 3e condition. Les personnes ambitieuses sont, dans tous les cas, déjà trop conservatrices à ce sujet. Il vous suffit donc de trouver quelque chose pour lequel vous avez une aptitude et un grand intérêt. Cela semble simple, mais c'est souvent assez difficile. Quand vous êtes jeune, vous ne savez pas ce pour quoi vous êtes doué, ni à quoi ressemble le travail dans différents domaines. Certains types de travail que vous finissez par faire n'existent peut-être même pas encore. Donc, alors que certaines personnes savent ce qu'elles veulent faire à 14 ans, la plupart doivent le découvrir. La manière de découvrir sur quoi travailler, c'est de travailler. Si vous n'êtes pas sûr de quoi travailler, faites un choix. Mais choisissez quelque chose et commencez. Vous vous tromperez probablement parfois, mais ce n'est pas grave. Il est bon d'avoir connaissance de plusieurs choses. Certaines des plus grandes découvertes proviennent de l'observation de liens entre différents domaines. Développez l'habitude de travailler sur vos propres projets. Ne laissez pas le travail signifier quelque chose que d'autres personnes vous disent de faire. Si vous arrivez à réaliser un excellent travail un jour, ce sera probablement sur un projet qui est le vôtre. Il peut s'inscrire dans un projet plus vaste, mais vous en serez le moteur. Que devraient être vos projets? Tout ce qui vous semble ambitieux et excitant. En grandissant et en évoluant, vos goûts en matière de projet vont converger vers l'excitement et l'importance. À 7 ans, construire de grandes choses en Lego peut sembler ambitieux et excitant. Puis à 14 ans, apprendre le calcul par vous-même, jusqu'à ce qu'à 21 ans, vous commenciez à explorer des questions non résolues en physique. Mais préservez toujours l'aspect excitant. Il y a une sorte de curiosité excitée, qui est à la fois le moteur et le gouvernail d'un excellent travail. Elle vous poussera non seulement à avancer, mais si vous la laissez faire, elle vous montrera également sur quoi travailler. De quoi êtes-vous excessivement curieux? Curieux à un point qui ennuierait la plupart des autres personnes. C'est cela que vous recherchez. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui suscite chez vous un intérêt excessif, la prochaine étape consiste à en apprendre suffisamment à ce sujet pour vous amener à l'une des frontières de la connaissance. La connaissance s'étend de manière fractale et de loin, ses limites semblent lisses. Mais une fois que vous en apprenez suffisamment pour vous en approcher, vous vous rendez compte qu'elles sont remplies de trous. La prochaine étape consiste à les remarquer. Cela demande un peu d'habileté, car votre cerveau a tendance à ignorer ses lacunes afin de simplifier sa représentation du monde. De nombreuses découvertes ont été faites en posant des questions sur des choses que tout le monde tenait pour acquises. Si les réponses semblent étranges, tant mieux. Le travail exceptionnel a souvent une touche de bizarrerie. On le voit aussi bien en peinture qu'en mathématiques. Il serait artificiel de chercher à le fabriquer, mais s'il apparaît, embrassez-le. Poursuivez avec audace des idées hors du commun, même si elles n'intéressent pas les autres. En fait, surtout si elles ne les intéressent pas. Si vous êtes enthousiasmé par une possibilité que tout le monde ignore, et que vous avez suffisamment d'expertise pour expliquer précisément ce que les autres ignorent, c'est aussi bon pari que vous puissiez trouver. 4 étapes. Choisir un domaine, apprendre suffisamment pour atteindre la frontière, remarquer les lacunes, explorer celles qui semblent prometteuses. C'est ainsi que pratiquement tous ceux qui ont réalisé un travail exceptionnel l'ont fait, que ce soit des peintres ou des physiciens.
Les étapes 2 et 4 nécessiteront un travail difficile. Il se peut qu'il ne soit pas possible de prouver que vous devez travailler dur pour réaliser de grandes choses, mais les preuves empiriques sont à l'échelle de celles de la mort. C'est pourquoi il est essentiel de travailler sur quelque chose qui vous intéresse profondément. L'intérêt vous poussera à travailler plus dur que la simple diligence ne pourrait jamais le faire. Les 3 motivations les plus puissantes sont la curiosité, le plaisir et le désir de réaliser quelque chose d'impressionnant. Parfois, elles convergent, et cette combinaison est la plus puissante de toutes. Le Grand Prix consiste à découvrir un nouveau bourgeon fractal. Vous remarquez une fissure à la surface de la connaissance. Vous la creusez et découvrez tout un monde à l'intérieur. Parlons un peu plus de la complexité de trouver sur quoi travailler. La principale difficulté réside dans le fait que l'on ne peut pas savoir à quoi ressemble la plupart des types de travail, à moins de les essayer. Cela signifie que les 4 étapes se chevauchent. Il se peut que vous deviez travailler sur quelque chose pendant des années avant de savoir si cela vous plaît ou si vous êtes bon. En attendant, vous ne faites pas, et donc vous n'apprenez pas sur la plupart des autres types de travail. Ainsi, dans le pire des cas, vous choisissez tardivement en vous basant sur des informations très incomplètes. La nature de l'ambition aggrave ce problème. L'ambition se présente sous 2 formes, celle qui précède l'intérêt pour le sujet et celle qui en découle. La plupart des personnes qui font un travail exceptionnel ont un mélange des 2, et plus vous avez de la première, plus il sera difficile de décider sur quoi travailler. Les systèmes éducatifs de la plupart des pays prétendent que c'est facile. Ils s'attendent à ce que vous vous engagiez dans un domaine bien avant que vous ne puissiez savoir à quoi il ressemble vraiment. Et par conséquent, une personne ambitieuse sur une trajectoire optimale est souvent perçue par le système comme un cas de rupture. Il serait préférable qu'ils l'admettent au moins, s'ils admiraient que le système ne peut pas faire grand-chose pour vous aider à déterminer sur quoi travailler, mais qu'il est conçu en supposant que vous devinez par magie lorsque vous êtes adolescent. Ils ne vous le disent pas, mais je vais le faire. Quand il s'agit de déterminer sur quoi travailler, vous êtes seul. Certaines personnes ont de la chance et devinent correctement, mais les autres se retrouveront à lutter en traversant diagonalement des voies posées sur l'hypothèse que tout le monde le fait. Que devez-vous faire si vous êtes jeune et ambitieux, mais ne savez pas sur quoi travailler? Ce que vous ne devez pas faire, c'est dériver passivement en supposant que le problème se résoudra tout seul. Vous devez agir. Mais il n'y a pas de procédure systématique à suivre. Lorsque vous lisez les biographies de personnes qui ont fait un travail exceptionnel, il est remarquable de constater à quel point la chance est impliquée. Elles découvrent sur quoi travailler à la suite d'une rencontre fortuite ou en lisant un livre qu'elles ont choisi au hasard. Vous devez donc vous mettre en position de chance, et la meilleure façon de le faire est d'être curieux. Essayez beaucoup de choses, rencontrez beaucoup de gens, lisez beaucoup de livres, posez beaucoup de questions. En cas de doute, optimisez pour l'intérêt. Les domaines évoluent lorsque vous en apprenez plus à leur sujet. Ce que font les mathématiciens, par exemple, est très différent de ce que vous faites dans les cours de mathématiques du lycée. Vous devez donc donner une chance à différents types de travaux de vous montrer à quoi ils ressemblent. Mais un domaine doit devenir de plus en plus intéressant à mesure que vous en apprenez plus à ce sujet. S'il ne l'est pas, c'est probablement qu'il ne vous convient pas. Ne vous inquiétez pas si vous êtes intéressé par des choses différentes des autres personnes. Plus vos goûts en matière d'intérêt sont étranges, mieux c'est. Les goûts étranges sont souvent forts, et un fort intérêt pour le travail signifie que vous serez productif. Et vous avez plus de chances de découvrir de nouvelles choses si vous cherchez là où peu de monde a cherché auparavant. Un signe indiquant que vous êtes fait pour un certain type de travail est lorsque vous aimez même les parties que d'autres personnes trouvent fastidieuses ou effrayantes. Mais les domaines ne sont pas des personnes, vous ne leur devez aucune loyauté. Si, en travaillant sur une chose, vous découvrez une autre chose plus excitante, n'ayez pas peur de changer. Si vous créez quelque chose pour les gens, assurez-vous que c'est quelque chose qu'ils veulent réellement.
La meilleure façon de le faire est de créer quelque chose que vous-même voulez. Écrivez l'histoire que vous voulez lire. Construisez l'outil que vous voulez utiliser. Comme vos amis ont probablement des intérêts similaires, cela vous permettra également de constituer votre public initial. Cela devrait découler de la règle de l'excitant. Évidemment, l'histoire la plus excitante à écrire sera celle que vous voulez lire. La raison pour laquelle j'évoque ce cas spécifiquement est que beaucoup de personnes se trompent. Au lieu de créer ce qu'elles veulent, elles essaient de créer ce qu'un public imaginaire et plus sophistiqué veut. Et une fois que vous empruntez cette voie, vous êtes perdu. Il y a de nombreuses forces qui vous égareront lorsque vous chercherez sur quoi travailler. Le snobisme, la mode, la peur, l'argent, la politique, les désirs des autres, les imposteurs éminents. Mais si vous suivez ce qui vous intéresse réellement, ils ne pourront pas vous égarer. Si vous êtes intéressé, vous êtes sur la bonne voie. Suivre vos intérêts peut sembler une stratégie assez passive, mais en pratique, cela signifie souvent les suivre malgré tous les obstacles. Vous devrez souvent prendre le risque du rejet et de l'échec. Il faut donc beaucoup de courage. Mais bien que vous ayez besoin de courage, vous n'avez généralement pas besoin de beaucoup de planification. Dans la plupart des cas, la recette pour faire un excellent travail est simplement travailler dur sur des projets ambitieux et passionnants, et quelque chose de bon en découlera. Au lieu d'établir un plan et de le suivre, vous essayez simplement de préserver certains invariants. Le problème de la planification est qu'elle ne fonctionne que pour les réalisations que l'on peut décrire à l'avance. Vous pouvez gagner une médaille d'or ou devenir riche en décidant de le faire dès votre enfance et en poursuivant résolument cet objectif, mais vous ne pouvez pas découvrir la sélection naturelle de cette manière. Je pense que pour la plupart des personnes qui veulent faire un excellent travail, la bonne stratégie est de ne pas trop planifier. À chaque étape, faites ce qui semble le plus intéressant et vous offre les meilleures options pour l'avenir. J'appelle cette approche « rester face au vent ». C'est ainsi que la plupart des personnes qui ont fait un excellent travail semblent l'avoir fait. Même lorsque vous avez trouvé quelque chose d'excitant sur quoi travailler, y travailler n'est pas toujours simple. Il y aura des moments où une nouvelle idée vous fera sauter du lit le matin et vous mettra directement au travail. Mais il y aura aussi de nombreux moments où ce ne sera pas le cas. Vous ne pouvez pas simplement déployer votre voile et être poussé en avant par l'inspiration. Il y a des vents contraires, des courants et des hauts-fonds cachés. Ainsi, il y a une technique pour travailler, tout comme pour naviguer. Par exemple, bien que vous deviez travailler dur, il est possible de travailler trop dur, et si vous le faites, vous constaterez des rendements décroissants. La fatigue vous rendra stupide et finalement même nuire à votre santé. Le moment où le travail produit des rendements décroissants dépend du type. Pour certains des types les plus difficiles, vous pourrez peut-être travailler seulement 4 ou 5 heures par jour. Idéalement, ces heures seront contiguës. Dans la mesure du possible, essayez d'organiser votre vie de manière à avoir de longs créneaux horaires pour travailler. Vous hésiterez à entreprendre des tâches difficiles si vous savez que vous pourriez être interrompu. Il sera probablement plus difficile de commencer à travailler que de continuer à travailler. Vous devrez souvent vous tromper pour franchir ce seuil initial. Ne vous inquiétez pas, c'est la nature du travail, ce n'est pas un défaut de votre caractère. Le travail a une sorte d'énergie d'activation à la fois par jour et par projet. Et comme ce seuil est artificiel dans le sens où il est plus élevé que l'énergie requise pour continuer, il est acceptable de vous dire un mensonge de taille correspondante pour le franchir. Il est généralement une erreur de se mentir à soi-même si vous voulez faire un excellent travail, mais c'est l'un des rares cas où ce n'est pas le cas. Lorsque je suis réticent à commencer à travailler le matin, je me trompe souvent en me disant « je vais simplement relire ce que j'ai fait jusqu'à présent ». 5 minutes plus tard, j'ai trouvé quelque chose qui semble erroné ou incomplet, et je suis lancé. Des techniques similaires fonctionnent pour commencer de nouveaux projets. Il est acceptable de vous mentir sur la quantité de travail qu'un projet nécessitera, par exemple. Beaucoup de grandes choses ont commencé avec quelqu'un disant « à quel point cela peut-il être difficile ?»
C'est un cas où les jeunes ont un avantage. Ils sont plus optimistes. Et même si l'une des sources de leur optimisme est l'ignorance, dans ce cas, l'ignorance peut parfois l'emporter sur la connaissance. Essayez de finir ce que vous avez commencé, même si cela s'avère être plus de travail que vous ne l'attendiez. Finir les choses n'est pas seulement un exercice de rangement ou de discipline personnelle. Dans de nombreux projets, une grande partie du meilleur travail se produit à ce qui devait être la dernière étape. Un autre mensonge permis est d'exagérer l'importance de ce sur quoi vous travaillez, du moins dans votre esprit. Si cela vous aide à découvrir quelque chose de nouveau, cela peut se révéler ne pas avoir été un mensonge, après tout. Il existe 2 formes de procrastination liées au travail, la procrastination quotidienne et la procrastination liée au projet. La procrastination liée au projet est la plus dangereuse. Vous repoussez le début de ce projet ambitieux année après année, car le moment n'est pas encore venu. Lorsque vous procrastinez sur des périodes de plusieurs années, vous n'arrivez pas à accomplir beaucoup de choses. Une des raisons pour lesquelles la procrastination liée au projet est si dangereuse est qu'elle se camoufle souvent sous forme de travail. Vous ne restez pas simplement assis à ne rien faire, vous travaillez assidûment sur autre chose. Ainsi, la procrastination liée au projet n'éveille pas les alarmes que la procrastination quotidienne peut déclencher. Vous êtes trop occupé pour vous en rendre compte. La solution pour y remédier est de faire une pause de temps en temps et de vous demander « Est-ce que je travaille sur ce que j'ai réellement envie de faire ?» Lorsque vous êtes jeune, il est acceptable que la réponse soit parfois « non », mais cela devient de plus en plus dangereux en vieillissant. Un excellent travail demande généralement un temps considérable, ce qui peut sembler excessif pour la plupart des gens. Vous ne devez pas considérer ce temps comme une charge, sinon cela semblera trop élevé. Vous devez trouver le travail suffisamment intéressant au fur et à mesure qu'il se déroule. Il peut y avoir des emplois où vous devez travailler assidûment pendant des années sur des choses que vous détestez avant d'arriver à la partie intéressante. Mais ce n'est pas ainsi que naissent les grands accomplissements. Les grands accomplissements surviennent lorsque vous vous concentrez de manière constante sur quelque chose qui vous intéresse réellement. Lorsque vous faites le point, vous êtes surpris de constater à quel point vous avez avancé. La raison pour laquelle nous sommes surpris est que nous sous-estimons l'effet cumulatif du travail. Écrire une page par jour ne semble pas beaucoup, mais si vous le faites tous les jours, vous écrirez un livre par an. C'est là la clé. La constance. Les gens qui font de grandes choses ne font pas beaucoup chaque jour, ils font quelque chose plutôt que rien. Si vous travaillez sur quelque chose qui se multiplie, vous obtiendrez une croissance exponentielle. La plupart des gens le font inconsciemment, mais il est intéressant de s'arrêter pour y réfléchir. L'apprentissage, par exemple, est un exemple de ce phénomène. Plus vous apprenez sur quelque chose, plus il est facile d'en apprendre davantage. Développer un public en est un autre exemple. Plus vous avez de fans, plus ils vous amèneront de nouveaux fans. Le problème de la croissance exponentielle est que la courbe semble plate au début. Ce n'est pas le cas. Il s'agit toujours d'une merveilleuse courbe exponentielle. Mais nous ne pouvons pas le comprendre intuitivement, c'est pourquoi nous sous-estimons la croissance exponentielle à ses débuts. Quelque chose qui croît de manière exponentielle peut devenir si précieux qu'il vaut la peine de faire des efforts extraordinaires pour le démarrer. Mais comme nous sous-estimons la croissance exponentielle au départ, cela se fait surtout de manière inconsciente. Les gens traversent la phase initiale et peu gratifiante de l'apprentissage de quelque chose de nouveau parce qu'ils savent, par expérience, que l'apprentissage de nouvelles choses nécessite toujours un effort initial, ou ils développent leur audience fan par fan parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Si les gens se rendaient compte qu'ils pourraient investir dans la croissance exponentielle, beaucoup plus le feraient. Le travail ne se produit pas seulement lorsque vous essayez. Il y a une sorte de pensée non dirigée que vous faites en marchant, en prenant une douche ou en vous couchant, qui peut être très puissante. En laissant votre esprit vagabonder un peu, vous résolvez souvent des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre par une attaque frontale. Cependant,
Pour bénéficier de ce phénomène, vous devez être en train de travailler sérieusement de la manière habituelle. Vous ne pouvez pas simplement vous promener en rêvassant. Les rêveries doivent être entremêlées d'un travail délibéré qui les nourrit de questions. Tout le monde sait qu'il faut éviter les distractions au travail, mais il est également important de les éviter dans l'autre moitié du cycle. Lorsque vous laissez votre esprit divaguer, il se dirige vers ce qui vous importe le plus à ce moment-là. Évitez donc le genre de distraction qui évince votre travail de la première place, sinon vous gaspillerez cette précieuse forme de réflexion sur la distraction. Exception, n'évitez pas l'amour. Cultivez consciemment votre goût pour le travail réalisé dans votre domaine. Tant que vous ne savez pas quel est le meilleur et ce qui le rend meilleur, vous ne savez pas ce que vous visez. Et c'est précisément ce que vous visez, car si vous ne cherchez pas à être le meilleur, vous ne serez même pas bon. Cette observation a été faite par tant de personnes dans tant de domaines différents qu'elle mérite d'être considérée pour comprendre pourquoi elle est vraie. Cela pourrait être parce que l'ambition est un phénomène où presque toutes les erreurs se situent dans une direction, où presque toutes les balles qui manquent la cible le font en tombant trop court. Ou cela pourrait être parce que l'ambition d'être le meilleur est quelque chose de qualitativement différent de l'ambition d'être bon. Ou peut-être que le fait d'être bon est tout simplement un critère trop vague. Probablement que les trois sont vrais. Heureusement, il y a une sorte d'économie d'échelle ici. Bien qu'il puisse sembler que vous vous engagez dans une tâche laborieuse en essayant d'être le meilleur, en pratique, vous vous retrouvez souvent en avance. C'est excitant et aussi étrangement libérateur. Ça simplifie les choses. À certains égards, il est plus facile d'essayer d'être le meilleur que de simplement essayer d'être bon. C'est une façon de viser haut, d'essayer de créer quelque chose qui intéressera les gens dans 100 ans. Non pas parce que leur opinion est plus importante que celle de vos contemporains, mais parce que quelque chose qui semble toujours bon dans 100 ans est plus susceptible d'être véritablement bon. Ne cherchez pas à travailler dans un style distinctif. Essayez simplement de faire du mieux possible. Vous ne pourrez pas vous empêcher de le faire d'une manière distinctive. Le style consiste à faire les choses d'une manière distinctive sans même essayer. Essayer de le faire est une affectation. L'affectation consiste à prétendre qu'une autre personne que vous fait le travail. Vous adoptez une personnalité impressionnante mais fausse, et si vous êtes satisfait de l'aspect impressionnant, c'est la fausseté qui transparaît dans le travail. La tentation d'être quelqu'un d'autre est plus forte chez les jeunes. Ils se sentent souvent comme des personnes insignifiantes. Mais vous n'avez jamais besoin de vous soucier de ce problème, car il se résout tout seul si vous travaillez sur des projets suffisamment ambitieux. Si vous réussissez un projet ambitieux, vous n'êtes pas une personne insignifiante. Vous êtes la personne qui l'a réalisé. Donc, faites simplement le travail et votre identité prendra soin d'elle-même. Avoider l'affectation est une règle utile dans la mesure où elle va, mais comment exprimer cette idée de manière positive? Comment dire ce qu'il faut être au lieu de ce qu'il ne faut pas être? La meilleure réponse est d'être sincère. Si vous êtes sincère, vous évitez non seulement l'affectation, mais tout un ensemble de vices similaires. Au cœur de la sincérité se trouve l'honnêteté intellectuelle. On nous enseigne dès l'enfance d'être honnête en tant que vertu désintéressée, en tant que sorte de sacrifice. Mais en réalité, c'est aussi une source de pouvoir. Pour voir de nouvelles idées, il faut avoir un regard exceptionnellement perçant pour la vérité. Vous essayez de voir plus de vérité que ce que les autres ont vu jusqu'à présent. Et comment pouvez-vous avoir un regard aiguisé pour la vérité si vous êtes intellectuellement malhonnête? Une façon d'éviter la malhonnêteté intellectuelle est de maintenir une légère pression positive dans la direction opposée. Soyez agressivement prêt à admettre que vous vous êtes trompé. Une fois que vous avez admis que vous vous êtes trompé sur quelque chose, vous êtes libre. Jusque-là, vous devez le porter. Un autre aspect plus subtil de la sincérité est l'informalité. L'informalité est bien plus importante que son nom grammaticalement négatif ne l'indique. Ce n'est pas simplement l'absence de quelque chose. Cela signifie se concentrer sur ce qui compte
au lieu de ce qui ne compte pas. La formalité et l'affectation ont en commun le fait qu'en plus de faire le travail, vous essayez de donner l'impression d'être d'une certaine manière en le faisant. Mais toute l'énergie consacrée à l'apparence vient du fait d'être bon. C'est l'une des raisons pour lesquelles les geeks ont un avantage pour accomplir un excellent travail. Ils dépensent peu d'efforts pour paraître quelque chose. En fait, c'est essentiellement la définition d'un geek. Les geeks ont une sorte de hardiesse innocente qui est exactement ce dont vous avez besoin pour accomplir un excellent travail. Ce n'est pas appris, c'est préservé depuis l'enfance. Alors, tenez-y bon. Soyez celui qui propose des idées plutôt que celui qui reste en retrait et offre des critiques sophistiquées. C'est facile de critiquer, est vrai dans le sens le plus littéral, et le chemin vers un excellent travail n'est jamais facile. Il peut y avoir des emplois où il est avantageux d'être cynique et pessimiste, mais si vous voulez accomplir un excellent travail, il est avantageux d'être optimiste, même si cela signifie que vous risquez de passer pour un imbécile parfois. Il y a une vieille tradition de faire le contraire. L'Ancien Testament dit qu'il vaut mieux se taire de peur de passer pour un fou. Mais c'est un conseil pour paraître intelligent. Si vous voulez réellement découvrir de nouvelles choses, il vaut mieux prendre le risque de partager vos idées avec les autres. Certaines personnes sont naturellement sincères, tandis que chez d'autres, cela demande un effort conscient. Les deux types de sincérité suffisent. Mais je doute qu'il soit possible de faire un excellent travail sans être sincère. C'est si difficile à réaliser, même si on l'est. Vous n'avez pas assez de marge d'erreur pour accommoder les distorsions causées par l'affectation, la malhonnêteté intellectuelle, l'orthodoxie, la mode ou le cool. Un excellent travail est cohérent non seulement avec celui qui l'a réalisé, mais aussi avec lui-même. Le plus souvent, il est d'un seul tenant. Donc, si vous êtes confronté à une décision en plein travail sur quelque chose, demandez-vous quelle option est la plus cohérente. Il se peut que vous ayez à jeter des choses et à les refaire. Vous n'aurez pas nécessairement à le faire, mais vous devez être prêt à le faire. Et cela peut demander un certain effort. Quand il y a quelque chose que vous devez refaire, le biais du statu quo et la paresse se combineront pour vous maintenir dans le déni. Pour le combattre, demandez-vous, si j'avais déjà fait le changement, voudrais-je revenir à ce que j'ai maintenant? Ayez la confiance de supprimer. Ne gardez pas quelque chose qui ne convient pas simplement parce que vous en êtes fier ou parce que cela vous a coûté beaucoup d'efforts. En effet, dans certains types de travail, il est bon de réduire ce que vous faites à son essence. Le résultat sera plus concentré. Vous le comprendrez mieux et vous ne pourrez pas vous mentir à vous-même quant à l'existence d'une réalité. L'élégance mathématique peut sembler être une simple métaphore tirée des arts. C'est ce que je pensais quand j'ai entendu pour la première fois le terme élégant appliqué à une preuve mathématique. Mais maintenant, je soupçonne que c'est conceptuellement préalable, que le principal ingrédient de l'élégance artistique est l'élégance mathématique. Quoi qu'il en soit, c'est une norme utile bien au-delà des mathématiques. L'élégance peut être un pari à long terme. Les solutions laborieuses auront souvent plus de prestige à court terme. Elles coûtent beaucoup d'efforts et sont difficiles à comprendre, ce qui impressionne les gens, du moins temporairement. Tandis que certaines des meilleures créations semblent avoir demandé relativement peu d'efforts, car elles étaient en quelque sorte déjà là. Il n'a pas fallu les construire, juste les voir. C'est un très bon signe quand il est difficile de dire si vous créez quelque chose ou si vous le découvrez. Lorsque vous faites un travail qui peut être perçu à la fois comme une création et une découverte, penchez plutôt du côté de la découverte. Essayez de vous considérer simplement comme un canal à travers lequel les idées prennent leur forme naturelle. Étrangement, une exception est le problème du choix d'un problème à résoudre. Cela est généralement considéré comme une recherche, mais dans le meilleur des cas, cela ressemble plus à une création. Dans le meilleur des cas, vous créez le domaine en le explorant. De même, si vous essayez de construire un outil puissant, rendez-le gratuitement sans restriction. Un outil puissant, presque par définition, sera utilisé de manière inattendue, donc privilégiez l'élimination des restrictions,
même si vous ne savez pas quel en sera le bénéfice. Un excellent travail sera souvent semblable à un outil, dans le sens où d'autres pourront s'appuyer dessus. C'est un bon signe si vous créez des idées que d'autres pourraient utiliser ou si vous soulevez des questions auxquelles d'autres pourraient répondre. Les meilleures idées ont des implications dans de nombreux domaines différents. Si vous exprimez vos idées de la manière la plus générale possible, elles seront plus vraies que vous ne l'aviez prévu. Le fait d'être vrai en soi ne suffit pas, bien sûr. Les grandes idées doivent être à la fois vraies et nouvelles. Et il faut une certaine capacité à voir de nouvelles idées, même une fois que l'on a appris suffisamment pour atteindre l'une des frontières de la connaissance. En anglais, nous donnons à cette capacité des noms tels que l'originalité, la créativité et l'imagination. Et il semble raisonnable de lui donner un nom distinct, car elle semble être dans une certaine mesure une compétence distincte. Il est possible d'avoir beaucoup de compétences dans d'autres domaines, d'avoir beaucoup de ce que l'on appelle souvent compétences techniques, et pourtant de ne pas avoir beaucoup de cela. Je n'ai jamais aimé le terme processus créatif. Il semble trompeur. L'originalité n'est pas un processus, mais une habitude d'esprit. Les penseurs originaux font émerger de nouvelles idées sur ce sur quoi ils se concentrent, comme une meuleuse d'angles projetant des étincelles. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Si la chose sur laquelle ils se concentrent est quelque chose dont ils ne comprennent pas très bien, ces nouvelles idées pourraient ne pas être bonnes. L'un des penseurs les plus originaux que je connaisse a décidé de se focaliser sur les rencontres amoureuses après son divorce. Il en savait à peu près autant sur les rencontres amoureuses qu'un adolescent moyen de 15 ans, et les résultats étaient spectaculairement colorés. Mais voir l'originalité séparée de l'expertise de cette façon a rendu sa nature d'autant plus claire. Je ne sais pas s'il est possible de cultiver l'originalité, mais il existe certainement des moyens de tirer le meilleur parti de ce que vous avez. Par exemple, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des idées originales lorsque vous travaillez sur quelque chose. Les idées originales ne viennent pas de vouloir avoir des idées originales. Elles viennent de vouloir construire ou comprendre quelque chose légèrement trop difficile. Parler ou écrire des sujets qui vous intéressent est un bon moyen de générer de nouvelles idées. Lorsque vous essayez de mettre des idées en mots, une idée manquante crée une sorte de vide qui la fait ressortir de vous. En effet, il y a une sorte de réflexion qui ne peut être faite que par l'écriture. Changer de contexte peut aider. Si vous visitez un nouvel endroit, vous avez souvent de nouvelles idées là-bas. Le voyage lui-même les déloge souvent, mais vous n'avez peut-être pas besoin d'aller loin pour bénéficier de cet avantage. Parfois, il suffit de faire une promenade. Il est également utile de voyager dans l'espace des sujets. Vous aurez plus de nouvelles idées si vous explorez de nombreux sujets différents. En partie parce que ça donne plus de surface de travail à la meuleuse d'angles, et en partie parce que les analogies sont une source particulièrement fructueuse de nouvelles idées. Ne divisez pas votre attention de manière égale entre de nombreux sujets, sinon vous vous disperserez trop. Vous voulez la répartir selon quelque chose qui ressemble davantage à une loi de puissance. Soyez professionnellement curieux de quelques sujets et curieux par simple idée de nombreux autres. La curiosité et l'originalité sont étroitement liées. La curiosité nourrit l'originalité en lui donnant de nouvelles choses à travailler. Mais la relation est plus étroite que cela. La curiosité est elle-même une sorte d'originalité. Elle est à peu près aux questions ce que l'originalité est aux réponses. Et puisque les questions, lorsqu'elles sont à leur meilleur, sont une grande partie des réponses, la curiosité à son meilleur est une force créative. Avoir de nouvelles idées est un jeu étrange, car cela consiste souvent à voir des choses qui étaient juste sous votre nez. Une fois que vous avez vu une nouvelle idée, elle a tendance à sembler évidente. Pourquoi personne n'y avait pensé avant? Lorsqu'une idée semble à la fois nouvelle et évidente, elle est probablement bonne. Voir quelque chose d'évident semble facile, et pourtant, empiriquement, avoir de nouvelles idées est difficile. Quelle est la source de cette apparente contradiction? C'est que voir la nouvelle idée nécessite généralement de changer la façon dont vous regardez le monde.
nous percevons le monde à travers des modèles qui nous aident et nous limitent à la fois. Lorsque vous réparez un modèle défectueux, de nouvelles idées deviennent évidentes. Mais remarquer et réparer un modèle défectueux est difficile. C'est ainsi que les nouvelles idées peuvent être à la fois évidentes et difficiles à découvrir. Elles sont faciles à voir après avoir fait quelque chose de difficile. Une façon de découvrir des modèles défectueux est d'être plus strict que les autres. Les modèles défectueux du monde laissent une trace d'indice là où ils se heurtent à la réalité. La plupart des gens ne veulent pas voir ces indices. Ce serait un euphémisme de dire qu'ils sont attachés à leur modèle actuel, c'est ce dans quoi ils pensent. Donc ils ont tendance à ignorer les indices laissés par sa rupture, aussi évident qu'ils puissent sembler rétrospectivement. Pour trouver de nouvelles idées, vous devez saisir les signes de rupture au lieu de les ignorer. C'est ce qu'a fait Einstein. Il a pu voir les implications sauvages des équations de Maxwell, non pas parce qu'il cherchait de nouvelles idées, mais parce qu'il était plus strict. L'autre chose dont vous avez besoin, c'est une volonté de transgresser les règles. Paradoxalement, si vous voulez réparer votre modèle du monde, il est utile d'être le genre de personne qui se sent à l'aise de briser les règles. Du point de vue du vieux modèle, que tout le monde, vous y compris, partage initialement, le nouveau modèle brise généralement au moins des règles implicites. Peu de gens comprennent le degré de transgression des règles requis, car les nouvelles idées semblent beaucoup plus conservatrices une fois qu'elles ont réussi. Elles semblent parfaitement raisonnables une fois que vous utilisez le nouveau modèle du monde qu'elles ont apporté avec elles. Mais elles ne l'étaient pas à l'époque. Il a fallu près d'un siècle pour que le modèle héliocentrique soit généralement accepté, même parmi les astronomes, car il semblait si incorrect. En effet, si vous y réfléchissez, une bonne nouvelle idée doit sembler mauvaise pour la plupart des gens, sinon quelqu'un l'aurait déjà explorée. Vous recherchez donc des idées qui semblent folles, mais du bon type de folie. Comment les reconnaître avec certitude? Vous ne pouvez pas. Souvent, les idées qui semblent mauvaises sont mauvaises, mais les idées du bon type de folie tendent à être excitantes. Elles sont riches en implications, tandis que les idées simplement mauvaises ont tendance à être déprimantes. Il y a deux façons de se sentir à l'aise de transgresser les règles, les apprécier et être indifférent à elles. Je les appelle respectivement l'esprit d'indépendance agressif et l'esprit d'indépendance passif. Ceux qui ont un esprit d'indépendance agressif sont les vilains. Les règles ne se contentent pas de ne pas les arrêter. Les enfreindre leur donne une énergie supplémentaire. Pour ce genre de personnes, la joie pure de l'audace d'un projet suffit parfois à lui donner assez d'énergie pour le commencer. L'autre façon de briser les règles est de ne pas s'en soucier, ou peut-être même de ne pas savoir qu'elles existent. C'est pourquoi les novices et les outsiders font souvent de nouvelles découvertes. Leur ignorance des hypothèses d'un domaine agit comme une source temporaire d'esprit d'indépendance passive. Les aspis semblent également avoir une sorte d'immunité aux croyances conventionnelles. Plusieurs que je connais disent que cela les aide à avoir de nouvelles idées. La rigueur, plus la transgression des règles, semble être une étrange combinaison. Dans la culture populaire, elles sont opposées. Mais la culture populaire a un modèle défectueux à cet égard. Elle suppose implicitement que les problèmes sont triviaux, et dans les questions qui comptent vraiment, seuls les transgresseurs de règles peuvent être véritablement stricts. Une idée négligée ne perd souvent pas avant les demi-finales. Vous la voyez, même inconsciemment, mais une autre partie de votre subconscient la rejette, car elle serait trop bizarre, trop risquée, trop de travail, trop controversée. Cela suggère une possibilité excitante. Si vous pouviez désactiver tel filtre, vous pourriez voir plus de nouvelles idées. Une façon de le faire est de se demander quelles seraient de bonnes idées à explorer pour quelqu'un d'autre. Alors votre subconscient ne les rejettera pas pour vous protéger. Vous pourriez également découvrir des idées négligées en travaillant dans l'autre sens, en partant de ce qui les masque. Chaque principe chéri mais erroné est entouré d'une zone morte d'idées précieuses qui restent inexplorées car elles le contredisent. Les religions sont des collections de principes chéris mais erronés. Donc tout ce qui peut être décrit, soit littéralement
soit métaphoriquement comme une religion, aura des idées précieuses et inexplorées dans son nombre. Copernic et Darwin ont tous deux fait des découvertes de ce type. De quoi les gens de votre domaine sont-ils religieux, dans le sens où ils sont trop attachés à un principe qui pourrait ne pas être aussi évident qu'ils le pensent? Que devient-il possible si vous l'abandonnez? Les gens font preuve de beaucoup plus d'originalité pour résoudre des problèmes que pour décider quels problèmes résoudre. Même les plus intelligents peuvent être étonnamment conservateurs lorsqu'il s'agit de choisir sur quoi travailler. Des personnes qui n'auraient jamais rêvé d'être à la mode d'une autre manière se laissent entraîner dans la résolution de problèmes à la mode. Une des raisons pour lesquelles les gens sont plus conservateurs lorsqu'ils choisissent des problèmes plutôt que des solutions est que les problèmes sont des paris plus importants. Un problème peut vous occuper pendant des années, tandis que l'exploration d'une solution ne prendra que quelques jours. Mais même ainsi, je pense que la plupart des gens sont trop conservateurs. Ils ne répondent pas seulement aux risques, mais aussi à la mode. Les problèmes impopulaires sont sous-évalués. Un des types de problèmes impopulaires, les plus intéressants, est celui que les gens pensent avoir été entièrement exploré, mais qui ne l'a pas été. Les grandes réalisations prennent souvent quelque chose qui existe déjà et montrent son potentiel latent. Dürer et Watt ont tous deux fait cela. Donc si vous êtes intéressé par un domaine que les autres pensent être épuisé, ne laissez pas leur scepticisme vous décourager. Les gens se trompent souvent à ce sujet. Travailler sur un problème impopulaire peut être très gratifiant. Il n'y a pas de battage publicitaire ou de précipitation. Les opportunistes et les critiques sont tous occupés ailleurs. Le travail existant a souvent une solidité à l'ancienne, et il y a une satisfaction dans la culture des idées qui serait sinon gaspillée. Mais le type de problème négligé le plus courant n'est pas explicitement impopulaire dans le sens d'être démodé. Il semble simplement moins important qu'il ne l'est réellement. Comment les trouvez-vous? En vous permettant d'être indulgent envers vous-même, en laissant votre curiosité suivre son cours et en ignorant, du moins temporairement, la petite voix dans votre tête qui dit que vous devriez seulement travailler sur des problèmes importants. Vous devez en effet travailler sur des problèmes importants, mais presque tout le monde est trop conservateur quant à ce qui compte vraiment comme un problème important. Et s'il y a un problème important mais négligé dans votre domaine, il est probablement déjà sur votre radar subconscient. Essayez donc de vous demander si vous deviez faire une pause dans votre travail sérieux pour travailler sur quelque chose juste parce que ce serait vraiment intéressant, que feriez-vous? La réponse est probablement plus importante qu'elle n'en a l'air. L'originalité dans le choix des problèmes semble être encore plus importante que l'originalité dans leur résolution. C'est ce qui distingue les personnes qui découvrent de nouveaux domaines entiers. Donc, ce qui pourrait sembler être simplement la première étape, décider sur quoi travailler, est en quelque sorte la clé de tout le jeu. Peu de gens comprennent cela. Une des plus grandes idées fausses sur les nouvelles idées concerne le ratio de questions à réponses dans leur composition. Les gens pensent que les grandes idées sont des réponses, mais souvent la véritable découverte réside dans la question. Une partie de la raison pour laquelle nous sous-estimons les questions tient à la façon dont elles sont utilisées à l'école. À l'école, elles existent seulement brièvement avant d'être répondues, comme des particules instables. Mais une très bonne question peut être bien plus que cela. Une très bonne question est une découverte partielle. Comment de nouvelles espèces apparaissent-elles? Est-ce que la force qui fait tomber les objets sur Terre est la même que celle qui maintient les planètes en orbite? En posant de telles questions, vous avez déjà pénétré dans un territoire passionnant et novateur. Les questions sans réponse peuvent être des choses inconfortables à porter avec soi. Mais plus vous en portez, plus vous avez de chances de remarquer une solution, ou peut-être encore plus excitant, de remarquer que deux questions sans réponse sont identiques. Parfois, vous portez une question pendant longtemps. Un grand travail provient souvent du retour à une question que vous avez remarquée il y a des années, dans votre enfance même, et dont vous ne pouviez pas arrêter de penser.
Les gens parlent beaucoup de l'importance de garder vos rêves de jeunesse vivants, mais il est tout aussi important de garder vos questions de jeunesse vivantes. C'est l'un des endroits où l'expertise réelle diffère le plus de l'image populaire qui en est donnée. Dans l'image populaire, les experts sont certains. Mais en réalité, plus vous êtes perplexe, mieux c'est. Tant que A, les choses qui vous intriguent ont de l'importance. Et B, personne d'autre ne les comprend non plus. Réfléchissez à ce qui se passe juste avant qu'une nouvelle idée ne soit découverte. Souvent, une personne suffisamment experte est perplexe au sujet de quelque chose, ce qui signifie que l'originalité consiste en partie en une perplexité, de la confusion. Vous devez être assez à l'aise avec l'idée que le monde est plein d'énigmes pour les voir, mais pas trop à l'aise pour ne pas vouloir les résoudre. C'est une grande chose d'être riche en questions sans réponse. Et c'est l'une de ces situations où les riches deviennent encore plus riches, car la meilleure façon d'acquérir de nouvelles questions est de tenter de répondre à celles qui existent déjà. Les questions ne conduisent pas seulement à des réponses, mais aussi à d'autres questions. Les meilleures questions se développent lorsqu'on y répond. Vous remarquez un fil qui dépasse du paradigme actuel et vous essayez de le tirer, et il ne cesse de s'allonger. Ne demandez pas à une question d'être évidemment importante avant d'essayer d'y répondre. Vous ne pouvez jamais le prédire. Il est déjà assez difficile de remarquer le fil, sans parler de prédire combien il se déroulera si vous le tirez. Il vaut mieux être curieux de manière effrénée, tirer un peu sur de nombreux fils et observer ce qui se passe. Les grands projets commencent petits. Les premières versions des grandes réalisations étaient souvent juste des expériences, des projets annexes ou des discours qui ont ensuite pris de l'ampleur. Alors commencez de nombreux petits projets. La productivité est sous-estimée. Plus vous essayez de choses différentes, plus vous avez de chances de découvrir quelque chose de nouveau. Cependant, comprenez que multiplier les essais signifie essayer beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. On ne peut pas avoir beaucoup de bonnes idées sans en avoir beaucoup de mauvaises. Bien que cela paraisse plus responsable de commencer par étudier tout ce qui a été fait auparavant, vous apprendrez plus vite et vous vous amuserez davantage en essayant des choses. Et vous comprendrez mieux les travaux précédents lorsque vous les examinerez. Alors optez plutôt pour le commencement. Ce qui est plus facile lorsque le début signifie commencer petit. Ces deux idées s'assemblent comme deux pièces de puzzle. Comment passer du petit début à une grande réalisation? En créant des versions successives. Les grandes réalisations sont presque toujours faites de versions successives. Vous commencez par quelque chose de petit et vous l'évoluez, et la version finale est à la fois plus intelligente et plus ambitieuse que tout ce que vous auriez pu planifier. C'est particulièrement utile de créer des versions successives lorsque vous créez quelque chose pour les gens, pour présenter rapidement une première version, puis l'évoluer en fonction de leur réaction. Commencez par essayer la chose la plus simple possible. Étonnamment, cela fonctionne souvent. Si ce n'est pas le cas, cela vous permettra au moins de commencer. Ne cherchez pas à incorporer trop de nouvelles choses dans une seule version. Il existe des noms pour cela dans la première version, la difficulté de lancement, et la deuxième système, mais ce ne sont que des exemples d'un principe plus général. Une première version d'un nouveau projet est parfois considérée comme un jouet. C'est bon signe lorsque les gens le font. Cela signifie qu'il a tout ce dont une nouvelle idée a besoin, à l'exception de l'échelle, qui suit généralement. L'alternative à commencer par quelque chose de petit et de l'évoluer est de planifier à l'avance ce que vous allez faire. Et la planification semble généralement être le choix le plus responsable. Dire « nous allons faire X puis Y puis Z » semble plus organisé que de dire « nous allons essayer X et voir ce qui se passe ». Et effectivement, c'est plus organisé. Cela ne fonctionne simplement pas aussi bien. La planification en soi n'est pas une bonne chose. Elle est parfois nécessaire, mais c'est un mal nécessaire, une réponse à des conditions impitoyables. C'est quelque chose que vous devez faire parce que vous travaillez avec des médias inflexibles ou parce que vous devez coordonner les efforts de beaucoup de gens. Si vous gardez vos projets petits,
et utilisez des médias flexibles, vous n'avez pas besoin de beaucoup planifier et vos créations peuvent évoluer à la place. Prenez autant de risques que vous pouvez vous permettre. Dans un marché efficace, le risque est proportionnel à la récompense. Alors ne cherchez pas la certitude, mais un pari avec une forte valeur attendue. Si vous n'échouez pas de temps en temps, vous êtes probablement trop conservateur. Bien que le conservatisme soit généralement associé aux personnes âgées, ce sont les jeunes qui ont tendance à faire cette erreur. L'inexpérience les pousse à craindre le risque, mais c'est lorsque vous êtes jeune que vous pouvez vous le permettre le plus. Même un projet qui échoue peut être précieux. En travaillant dessus, vous aurez exploré des territoires que peu ont vus et vous aurez posé des questions que peu ont osé poser. Et il n'y a probablement pas de meilleure source de questions que celle que vous rencontrez en essayant de faire quelque chose de légèrement trop difficile. Utilisez les avantages de la jeunesse lorsque vous les avez, et les avantages de l'âge une fois que vous les avez. Les avantages de la jeunesse sont l'énergie, le temps, l'optimisme et la liberté. Les avantages de l'âge sont la connaissance, l'efficacité, l'argent et le pouvoir. Avec des efforts, vous pouvez acquérir certains des derniers lorsque vous êtes jeune et conserver certains des premiers lorsque vous êtes vieux. Les personnes âgées ont également l'avantage de savoir quels avantages elles ont. Les jeunes les ont souvent sans le réaliser. Le plus grand est probablement le temps. Les jeunes n'ont aucune idée de leur richesse en temps. La meilleure façon d'en tirer profit est de l'utiliser de manière légèrement frivole, apprendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin de connaître, simplement par curiosité. Ou essayer de construire quelque chose juste parce que cela serait cool, ou de devenir incroyablement bon dans quelque chose. Ce légèrement est une qualification importante. Ne regardez pas votre temps avec parcimonie lorsque vous êtes jeune, mais ne le gaspillez pas non plus. Il y a une grande différence entre faire quelque chose qui pourrait être une perte de temps et faire quelque chose que vous savez pertinemment être une perte de temps. Le premier est au moins un pari, et peut-être un meilleur que vous ne le pensez. L'avantage le plus subtil de la jeunesse, ou plus précisément de l'inexpérience, est que vous voyez tout avec des yeux neufs. Lorsque votre cerveau accueille une idée pour la première fois, parfois les deux ne s'harmonisent pas parfaitement. Le problème vient généralement de votre cerveau, mais parfois, il vient de l'idée. Un morceau se détache maladroitement et vous pique lorsque vous y réfléchissez. Les personnes habituées à l'idée ont appris à l'ignorer, mais vous avez l'opportunité de ne pas le faire. Donc, lorsque vous apprenez quelque chose pour la première fois, faites attention aux choses qui semblent fausses ou manquantes. Vous serez tenté de les ignorer, car il y a 89% de chances que le problème vienne de vous. Et il se peut que vous deviez momentanément mettre de côté vos doutes pour continuer à progresser. Mais ne les oubliez pas. Lorsque vous aurez avancé davantage dans le sujet, revenez et vérifiez s'ils sont toujours là. S'ils sont toujours viables à la lumière de vos connaissances actuelles, ils représentent probablement une idée non découverte. L'un des types de connaissances les plus précieux que l'on acquiert grâce à l'expérience est de savoir ce qui ne mérite pas de s'inquiéter. Les jeunes connaissent toutes les choses qui pourraient avoir de l'importance, mais pas leur importance relative. Ainsi, ils s'inquiètent de tout de la même manière, alors qu'ils devraient se soucier beaucoup plus de certaines choses et presque pas du reste. Mais ce que vous ne savez pas n'est que la moitié du problème de l'inexpérience. L'autre moitié concerne ce que vous savez, mais qui est faux. Vous arrivez à l'âge adulte avec la tête pleine de bêtises, de mauvaises habitudes que vous avez acquises et de fausses choses que l'on vous a apprises, et vous ne pourrez pas faire un excellent travail tant que vous n'aurez pas éliminé au moins les bêtises qui entravent le type de travail que vous voulez faire. Beaucoup de bêtises qui restent dans votre tête sont le résultat de l'école. Nous sommes tellement habitués aux écoles que nous considérons inconsciemment le fait d'aller à l'école comme identique à apprendre, alors qu'en réalité, les écoles ont toutes sortes de qualités étranges qui déforment nos idées sur l'apprentissage et la réflexion. Par exemple, les écoles induisent la passivité. Depuis que vous étiez petit, il y avait une autorité devant la classe qui vous disait tout ce que vous deviez apprendre, puis qui mesurait si vous l'avez fait.
mais ni les cours, ni les tests ne sont intrinsèquement liés à l'apprentissage. Ce ne sont que des artefacts de la façon dont les écoles sont généralement conçues. Plus tôt vous surmonterez cette passivité, mieux ce sera. Si vous êtes encore à l'école, essayez de considérer votre éducation comme votre projet et vos enseignants comme travaillant pour vous plutôt que l'inverse. Cela peut sembler exagéré, mais ce n'est pas seulement une expérience de pensée étrange. C'est la vérité, économiquement, et dans le meilleur des cas, c'est également la vérité intellectuellement. Les meilleurs enseignants ne veulent pas être vos chefs. Ils préféreraient que vous avanciez en les utilisant comme source de conseils plutôt qu'en étant entraînés par eux à travers la matière. Les écoles vous donnent également une impression trompeuse de ce à quoi ressemble le travail. À l'école, on vous dit quels sont les problèmes, et ils sont presque toujours solubles, en n'utilisant rien de plus que ce que vous avez appris jusqu'à présent. Dans la vraie vie, vous devez déterminer quels sont les problèmes, et vous ne savez souvent même pas s'ils sont solubles. Mais peut-être la pire chose que les écoles vous font, c'est vous apprendre à réussir en trichant aux examens. Vous ne pouvez pas faire un excellent travail en faisant cela. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Alors arrêtez de chercher ce genre de raccourci. La façon de battre le système est de vous concentrer sur les problèmes et les solutions que les autres ont négligés, plutôt que de négliger le travail lui-même. Ne vous considérez pas comme dépendant d'un gardien vous donnant une grande opportunité. Même si cela était vrai, la meilleure façon de l'obtenir serait de vous concentrer sur la réalisation d'un bon travail plutôt que de courir après des personnes influentes. Et ne prenez pas les refus des comités à cœur. Les qualités qui impressionnent les responsables des admissions et les comités de prix sont très différentes de celles requises pour faire un excellent travail. Les décisions des comités de sélection n'ont de valeur que dans la mesure où elles font partie d'une boucle de rétroaction, et très peu en font partie. Les personnes novices dans un domaine auront souvent tendance à copier le travail existant. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais à cela. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre comment quelque chose fonctionne que d'essayer de le reproduire. Et copier ne rend pas automatiquement votre travail non original. L'originalité réside dans la présence de nouvelles idées et non dans l'absence d'idées anciennes. Il y a une bonne façon de copier et une mauvaise façon. Si vous allez copier quelque chose, faites-le ouvertement plutôt que furtivement, voire pire, inconsciemment. C'est ce que signifie la fameuse phrase attribuée à tort, les grands artistes volent. La copie réellement dangereuse, celle qui discrédite la copie en général, est celle qui se fait sans s'en rendre compte, car vous n'êtes rien de plus qu'un train qui circule sur des rails posés par quelqu'un d'autre. Mais à l'opposé, la copie peut être un signe de supériorité plutôt que de subordination. Dans de nombreux domaines, il est presque inévitable que vos premiers travaux soient en quelque sorte basés sur le travail des autres. Les projets ne surgissent que rarement de nulle part. Ils sont généralement une réaction à des travaux antérieurs. Lorsque vous commencez, vous n'avez pas de travaux antérieurs. Si vous voulez réagir à quelque chose, cela doit être le travail de quelqu'un d'autre. Une fois que vous êtes établi, vous pouvez réagir à votre propre travail. Mais bien que le premier cas soit considéré comme dérivé et pas le second, les deux cas sont en réalité plus similaires qu'ils ne le semblent. Curieusement, la nouveauté des idées les plus novatrices les fait parfois sembler initialement plus dérivées qu'elles ne le sont. Les nouvelles découvertes doivent souvent être conçues à l'origine comme des variations de choses existantes, même par leurs découvreurs, car il n'existe pas encore de vocabulaire conceptuel pour les exprimer. Il y a certainement quelques dangers à copier cependant. L'un d'entre eux est que vous aurez tendance à copier des choses anciennes, des choses qui, à leur époque, étaient à la pointe de la connaissance, mais ne le sont plus maintenant. Et lorsque vous copiez quelque chose, ne copiez pas toutes ses caractéristiques. Certaines vous rendront ridicule si vous le faites. Ne reproduisez pas le style d'un éminent professeur de 50 ans si vous en avez 18. Par exemple, ou l'idiolecte d'un poème de la Renaissance des centaines d'années plus tard.
Certaines des caractéristiques des choses que vous admirez sont des défauts auxquels elles ont réussi à surmonter. En effet, les caractéristiques les plus faciles à imiter sont celles qui sont le plus susceptibles d'être des défauts. Cela est particulièrement vrai pour le comportement. Certaines personnes talentueuses sont désagréables, et cela donne parfois l'impression aux inexpérimentés que l'art d'être talentueux implique d'être désagréable. Ce n'est pas le cas. Être talentueux est simplement la façon dont ils s'en sortent, malgré tout. La copie peut être l'un des moyens les plus puissants de s'inspirer de quelque chose dans un autre domaine. L'histoire est tellement remplie de découvertes fortuites de ce type qu'il vaut probablement la peine de donner une chance au hasard en apprenant délibérément d'autres types de travaux. Vous pouvez prendre des idées de domaines assez éloignés si vous les laissez être des métaphores. Les exemples négatifs peuvent être aussi inspirants que les exemples positifs. En fait, vous pouvez parfois en apprendre davantage des choses mal faites que des choses bien faites. Parfois, il n'est clair ce qui est nécessaire que lorsque cela fait défaut. Si beaucoup des meilleurs professionnels de votre domaine sont réunis en un seul endroit, il est généralement une bonne idée de rendre visite pendant un certain temps. Cela augmentera votre ambition et aussi, en vous montrant que ces personnes sont humaines, augmentera votre confiance en vous. Si vous êtes sérieux, vous obtiendrez probablement un accueil plus chaleureux que vous ne l'imaginez. La plupart des personnes qui excellent vraiment dans quelque chose sont heureuses d'en parler avec quiconque s'y intéresse vraiment. Si elles sont vraiment douées dans leur travail, alors elles ont probablement un intérêt d'amateur pour celui-ci, et les amateurs veulent toujours parler de leurs hobbies. Il peut demander un effort de trouver les personnes qui sont vraiment douées, cependant. Faire un excellent travail a tellement de prestige que dans certains endroits, en particulier les universités, il y a une fiction polie selon laquelle tout le monde s'engage dans ce travail. Et cela est loin d'être vrai. Les personnes au sein des universités ne peuvent pas le dire ouvertement, mais la qualité du travail réalisé dans les différents départements varie énormément. Certains départements ont des personnes qui réalisent un excellent travail, d'autres l'ont fait dans le passé, d'autres jamais. Cherchez les meilleurs collaborateurs. Il y a beaucoup de projets qui ne peuvent pas être réalisés seuls. Et même si vous travaillez sur un projet individuel, il est bon d'avoir d'autres personnes pour vous encourager et échanger des idées. Les collègues n'influencent pas seulement votre travail, mais aussi votre personnalité. Il est donc important de travailler avec des personnes envers lesquelles vous voulez évoluer, car vous finirez par leur ressembler. La qualité des collègues est plus importante que la quantité. Il vaut mieux avoir 1 ou 2 collègues formidables que tout un immeuble rempli de collaborateurs moyens. En fait, ce n'est pas seulement mieux, mais nécessaire si l'on se fie à l'histoire. Le degré de réussite dans les projets suggère que les collègues font souvent la différence entre faire du bon travail ou non. Comment sait-on quand on a des collègues suffisamment bons? Dans mon expérience, lorsque c'est le cas, on le sait. Ce qui signifie que si vous êtes incertain, vous ne l'êtes probablement pas. Mais il est possible de donner une réponse plus concrète que cela. Voici une tentative. Des collègues suffisamment bons offrent des idées surprenantes. Ils peuvent voir et faire des choses que vous ne pouvez pas. Donc, si vous avez quelques collègues assez bons pour vous maintenir sur vos gardes dans ce sens, vous avez probablement passé le cap. La plupart d'entre nous peuvent bénéficier de la collaboration avec des collègues, mais certains projets nécessitent une plus grande échelle de personnes et en diriger un n'est pas pour tout le monde. Si vous souhaitez mener un tel projet, vous devrez devenir un manager. Eh bien, gérer nécessite des aptitudes et un intérêt comme tout autre type de travail. Si vous ne les avez pas, il n'y a pas de juste milieu. Vous devez soit vous forcer à apprendre la gestion comme une deuxième langue, soit éviter de tels projets. Préservez votre morale. C'est la base de tout lorsque vous travaillez sur des projets ambitieux. Vous devez le nourrir et le protéger comme un organisme vivant. Le moral commence par votre perception de la vie. Vous êtes plus susceptible de faire du bon travail si vous êtes optimiste, et encore plus si vous vous considérez chanceux plutôt que comme une victime.
En effet, le travail peut en partie vous protéger de vos problèmes. Si vous choisissez un travail passionnant, ces difficultés même serviront de refuge contre les difficultés de la vie quotidienne. Si c'est de l'évasion, c'est une forme très productive, utilisée par certains des plus grands esprits de l'histoire. Le moral se renforce grâce au travail. Un bon moral vous aide à faire du bon travail, ce qui augmente votre morale et vous aide à faire encore mieux. Mais ce cycle fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous ne faites pas du bon travail, cela peut vous démotiver et le rend encore plus difficile. Étant donné que la direction de ce cycle est si importante, il peut être bon de passer à un travail plus facile lorsque vous êtes bloqué, juste pour commencer à avancer. Une des plus grandes erreurs que font les personnes ambitieuses est de laisser les revers détruire leur morale d'un seul coup, comme un ballon qui éclate. Vous pouvez vous immuniser contre cela en considérant explicitement les revers comme faisant partie de votre processus. Résoudre des problèmes difficiles implique toujours de faire des allers-retours. Faire du bon travail est une recherche en profondeur dont le nœud racine est le désir de. Donc, si vous n'y arrivez pas du premier coup, essayez à nouveau n'est pas tout à fait correct. Il devrait être, si vous n'y arrivez pas du premier coup, soit essayez à nouveau, soit faites marche arrière et ensuite réessayez. Ne jamais abandonner n'est pas non plus tout à fait correct. Évidemment, il y a des moments où c'est le bon choix d'abandonner. Une version plus précise serait ne pas laisser les revers vous paniquer et vous faire davantage de demi-tours que nécessaire. Corollaire, ne jamais abandonner le nœud racine. Ce n'est pas nécessairement un mauvais signe si le travail est difficile. Pas plus que le fait d'être essoufflé en courant n'est un mauvais signe. Cela dépend de la vitesse à laquelle vous courez. Apprenez donc à distinguer la bonne douleur de la mauvaise. La bonne douleur est signe d'effort. La mauvaise douleur est signe de dommage. Un public est une composante essentielle du moral. Si vous êtes un chercheur, votre public peut être vos pairs. Dans les arts, il peut être un public au sens traditionnel. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire qu'il soit grand. La valeur d'un public ne croît pas linéairement avec sa taille. C'est une mauvaise nouvelle si vous êtes célèbre, mais une bonne nouvelle si vous débutez, car cela signifie qu'un public réduit mais dévoué peut suffire à vous soutenir. Si une poignée de personnes aiment réellement ce que vous faites, cela suffit. Dans la mesure du possible, évitez de laisser des intermédiaires se mettre entre vous et votre public. Dans certains domaines, cela est inévitable, mais c'est tellement libérateur de l'éviter que vous feriez peut-être mieux de passer à un domaine adjacent si cela vous permet d'aller directement vers votre public. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps auront également un grand impact sur votre morale. Vous constaterez qu'il y en a certaines qui augmentent votre énergie et d'autres qui la diminuent. Et l'effet qu'une personne a n'est pas toujours celui auquel vous vous attendiez. Cherchez les personnes qui augmentent votre énergie et évitez celles qui la diminuent. Bien sûr, si vous avez quelqu'un dont vous devez prendre soin, cela passe avant tout. Ne vous mariez pas avec quelqu'un qui ne comprend pas que vous avez besoin de travailler ou qui voit votre travail comme une concurrence pour votre attention. Si vous êtes ambitieux, vous avez besoin de travailler. C'est presque comme une condition médicale. Donc quelqu'un qui ne vous permet pas de travailler ne vous comprend pas, ou bien vous comprend et cela ne l'inquiète pas. Finalement, le moral est physique. Vous pensez avec votre corps. Il est donc important d'en prendre soin. Cela signifie faire régulièrement de l'exercice, bien manger et bien dormir et éviter les types de drogues les plus dangereuses. Courir et marcher sont des formes d'exercice particulièrement bonnes car elles stimulent la réflexion. Les personnes qui font du bon travail ne sont pas nécessairement plus heureuses que les autres, mais elles le sont plus qu'elles ne le seraient si elles ne faisaient pas ce travail. En effet, si vous êtes intelligent et ambitieux, il est dangereux de ne pas être productif. Les personnes intelligentes et ambitieuses qui ne réalisent pas beaucoup tendent souvent à devenir amères. Il est acceptable de vouloir impressionner les autres, mais choisissez les bonnes personnes. L'opinion des personnes que vous respectez est un signal. La célébrité, qui est l'opinion d'un groupe beaucoup plus large que vous pourriez respecter ou non, n'est qu'un bruit de fond.
Le prestige d'un type de travail est au mieux un indicateur retardé et parfois complètement erroné. Si vous faites quelque chose suffisamment bien, vous le rendrez prestigieux. La question à se poser à propos d'un type de travail n'est donc pas combien de prestige il a, mais à quel point il peut être bien fait. La concurrence peut être un stimulateur efficace, mais ne laissez pas la concurrence choisir votre problème. Ne vous laissez pas entraîner à poursuivre quelque chose juste parce que les autres le font. En fait, ne laissez pas les concurrents vous imposer quoi que ce soit de plus spécifique que de travailler plus dur. La curiosité est le meilleur guide. Votre curiosité ne trompe jamais et elle en sait plus que vous sur ce qui mérite votre attention. Remarquez à quelle fréquence ce mot est utilisé. Si vous posiez la question à un oracle sur le secret pour faire du bon travail et que l'oracle répondait par un seul mot, je parierais sur curiosité. Cela ne se traduit pas directement par des conseils, il ne suffit pas d'être curieux et vous ne pouvez pas commander la curiosité de toute façon, mais vous pouvez la cultiver et la laisser vous guider. La curiosité est la clé des 4 étapes pour faire du bon travail. Elle choisira le domaine pour vous, vous mènera à la frontière, vous fera remarquer les lacunes et vous poussera à les explorer. Tout le processus est une sorte de danse avec la curiosité. Que vous le croyiez ou non, j'ai essayé de rendre cet essai aussi court que possible, mais sa longueur signifie au moins qu'il agit comme un filtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez être intéressé par l'idée de faire du bon travail. Et si c'est le cas, vous êtes déjà plus avancé que vous ne le pensez, car le nombre de personnes désireuses de vouloir est faible. Les facteurs pour faire du bon travail sont des facteurs au sens littéral et mathématique du terme. Capacité, intérêt, effort et chance. La chance, par définition, vous ne pouvez rien y faire. Nous pouvons donc l'ignorer. Et nous pouvons supposer l'effort si vous voulez effectivement faire du bon travail. Le problème se résume donc à la capacité et à l'intérêt. Pouvez-vous trouver un type de travail où votre capacité et votre intérêt se combineront pour donner une explosion de nouvelles idées? Ici, il y a des raisons d'être optimiste. Il y a tellement de façons différentes de faire du bon travail, et encore plus qui restent à découvrir. Parmi tous ces types de travaux différents, celui pour lequel vous êtes le mieux adapté est probablement une correspondance assez proche. Probablement une correspondance comique. C'est simplement une question de le trouver, et jusqu'où votre capacité et votre intérêt peuvent vous mener. Et vous ne pouvez répondre à cela qu'en essayant. Beaucoup plus de personnes pourraient essayer de faire du bon travail que celles qui le font. Ce qui les retient, c'est une combinaison de modestie et de peur. Il semble présomptueux d'essayer d'être Newton ou Shakespeare. Cela semble aussi difficile. On pourrait penser que si vous essayez quelque chose comme ça, vous échouerez. La calcul, vraisemblablement, est rarement explicite. Peu de gens décident consciemment de ne pas essayer de faire du bon travail, mais c'est ce qui se passe inconsciemment, ils s'éloignent de la question. Alors je vais vous jouer un tour rusé. Voulez-vous faire du bon travail ou pas? Maintenant, vous devez décider consciemment. Désolé pour ça. Je ne l'aurais pas fait devant un public général. Mais nous savons déjà que vous êtes intéressé. Ne vous inquiétez pas d'être présomptueux. Vous n'avez pas à le dire à quiconque. Et si c'est trop difficile et que vous échouez, qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de gens ont des problèmes pires que ça. En fait, vous serez chanceux si c'est le pire problème que vous avez. Oui, vous devrez travailler dur. Mais là encore, beaucoup de personnes doivent travailler dur. Et si vous travaillez sur quelque chose qui vous intéresse beaucoup, ce qui sera nécessairement le cas si vous êtes sur la bonne voie, le travail vous semblera probablement moins pesant que celui de beaucoup de vos pairs. Les découvertes sont là, en attente d'être faites. Pourquoi pas par vous? Note. Je ne pense pas que l'on puisse donner une définition précise de ce qui compte comme un travail exceptionnel. Faire un travail exceptionnel signifie faire quelque chose d'important, si bien que vous élargissez les idées des gens sur ce qui est possible. Mais il n'y a pas de seuil d'importance. C'est une question de degré et souvent difficile à juger à l'époque, de toute façon. Donc je préfère que les gens se concentrent sur le développement de leurs intérêts plutôt que de s'inquiéter de leur importance ou non.
essayez simplement de faire quelque chose d'incroyable et laissez les générations futures dire si vous avez réussi ou non. Beaucoup de stand-up comédiens se basent sur la détection d'anomalies dans la vie quotidienne. Avez-vous déjà remarqué? Les nouvelles idées proviennent de cette observation de choses non triviales, ce qui peut expliquer pourquoi la réaction des gens à une nouvelle idée est souvent la première moitié du rire. Ah! Cette deuxième condition est critique. Si vous êtes enthousiasmé par quelque chose que la plupart des autorités rejettent, mais que vous ne pouvez pas donner d'explication plus précise qu'ils ne comprennent pas, alors vous commencez à dériver vers le territoire des farfelus. Trouver quelque chose sur lequel travailler ne consiste pas simplement à trouver une correspondante à la version actuelle de vous et une liste de problèmes connus. Vous devrez souvent coévoluer avec le problème. C'est pourquoi il peut parfois être si difficile de savoir sur quoi travailler. L'espace de recherche est énorme. C'est le produit cartésien de tous les types de travaux possibles, connus et à découvrir, et de toutes les versions possibles de vous-même dans le futur. Il est impossible de parcourir tout cet espace, vous devez donc vous fier à des heuristiques pour générer des chemins prometteurs à travers celui-ci et espérer que les meilleures correspondances se regrouperont. Ce qui n'est pas toujours le cas. Différents types de travaux ont été regroupés autant par accident de l'histoire que par leur similitude intrinsèque. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes curieuses ont plus de chances de faire un travail exceptionnel, mais l'une des plus subtiles est que, en élargissant leur champ d'action, elles ont plus de chances de trouver la bonne chose sur laquelle travailler en premier lieu. Il peut aussi être dangereux de créer pour un public que vous estimez moins sophistiqué que vous, si cela vous pousse à les infantiliser. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en le faisant, si vous le faites d'une manière suffisamment cynique, mais ce n'est pas le chemin vers un travail exceptionnel. Pas que quiconque utilisant cette méthode s'en préoccuperait. J'ai appris cette idée dans A Mathematician's Apology de Hardy, que je recommande à quiconque ambitionne de faire un travail exceptionnel, quel que soit le domaine. Tout comme nous surestimons ce que nous pouvons faire en une journée et sous-estimons ce que nous pouvons faire sur plusieurs années, nous surestimons les dommages causés par la procrastination d'un jour et sous-estimons les dommages causés par la procrastination sur plusieurs années. Vous ne pouvez généralement pas être payé pour faire exactement ce que vous voulez au début. Il existe deux options. Être payé pour faire un travail proche de ce que vous voulez et espérer le rapprocher, ou être payé pour faire quelque chose de totalement différent et réaliser vos propres projets en parallèle. Les deux peuvent fonctionner, mais les deux ont des inconvénients. Dans la première approche, votre travail est compromis par défaut, et dans la seconde, vous devez vous battre pour trouver du temps pour le faire. Si vous organisez bien votre vie, cela vous permettra d'adopter automatiquement le cycle de concentration détente. Le setup parfait est un bureau dans lequel vous travaillez et que vous pouvez rejoindre à pied. Il peut y avoir des personnes très éloignées de la réalité qui font un travail exceptionnel sans y penser consciemment. Si vous voulez étendre cette règle pour couvrir ce cas, elle devient « n'essayez d'être rien d'autre que le meilleur ». Cela devient plus compliqué dans des métiers tels que l'acting, où le but est d'adopter une fausse personnalité. Mais même ici, il est possible d'être affecté. Peut-être que la règle dans de tels domaines devrait être d'éviter l'affectation involontaire. C'est sûr d'avoir des croyances que vous considérez comme incontestables si et seulement si elles sont également non falsifiables. Par exemple, il est sûr d'avoir le principe selon lequel tout le monde devrait être traité de manière égale devant la loi, car une phrase avec un « devrait » n'est pas vraiment une affirmation sur le monde et est donc difficile à réfuter. Et s'il n'y a aucune preuve qui pourrait réfuter l'un de vos principes, il ne peut y avoir aucun fait que vous devriez ignorer pour le préserver. L'affectation est plus facile à guérir que la malhonnêteté intellectuelle. L'affectation est souvent un défaut des jeunes qui disparaît avec le temps, tandis que la malhonnêteté intellectuelle est plus un défaut de caractère. Évidemment,
Vous n'avez pas besoin de travailler exactement au moment où vous avez l'idée, mais vous avez probablement travaillé récemment. Certains disent que les drogues psychédéliques ont un effet similaire. Je suis sceptique, mais aussi presque totalement ignorant de leurs effets. Par exemple, vous pourriez consacrer le nième sujet le plus important, M-N, de votre attention pour un certain M1. Vous ne pourriez pas répartir votre attention de manière aussi précise, bien sûr, mais cela donne au moins une idée d'une distribution raisonnable. Les principes définissant une religion doivent être erronés. Sinon, n'importe qui pourrait les adopter, et il n'y aurait rien pour distinguer les adeptes de cette religion du reste de la population. Cela pourrait être un bon exercice d'essayer de dresser une liste de questions auxquelles vous vous êtes posé des questions dans votre jeunesse. Vous pourriez découvrir que vous êtes maintenant en mesure de faire quelque chose à ce sujet. Le lien entre l'originalité et l'incertitude provoque un phénomène étrange. Parce que les conformistes sont plus sûrs d'eux que les esprits indépendants, cela leur donne souvent l'avantage dans les conflits, même s'ils sont généralement plus stupides. Les meilleurs manquent de conviction, tandis que les pires débordent d'une intensité passionnée. Dérivé de « si vous voulez avoir de bonnes idées, vous devez avoir beaucoup d'idées » de Linus Pauling. Attaquer un projet en tant que jouet est similaire à attaquer une affirmation comme inappropriée. Cela signifie qu'aucune critique plus substantielle ne peut être faite. Une façon de savoir si vous perdez votre temps est de vous demander si vous produisez ou consommez. Écrire des jeux vidéo est moins susceptible d'être une perte de temps que d'y jouer, et jouer à des jeux où vous créez quelque chose est moins susceptible d'être une perte de temps que de jouer à des jeux où vous ne le faites pas. Un autre avantage lié est que si vous n'avez encore rien dit publiquement, vous ne serez pas influencé par des preuves qui soutiennent vos conclusions antérieures. Avec suffisamment d'intégrité, vous pourriez atteindre l'éternelle jeunesse à cet égard, mais peu y parviennent. Pour la plupart des gens, avoir des opinions préalablement publiées a un effet similaire à une idéologie, mais en quantité. Au début des années 1630, Daniel Mittens a réalisé un tableau de Henriette Marie remettant une couronne de laurier à Charles Lyell. Van Dyck a ensuite peint sa propre version pour montrer à quel point il était meilleur. Je suis délibérément vague sur ce qu'est un lieu. Au moment de la rédaction de cet article, se trouver au même endroit physique présente des avantages difficiles à reproduire. Mais cela pourrait changer. C'est faux lorsque le travail que les autres personnes doivent faire est très contraint, comme c'est le cas de SETI, @home ou Bitcoin. Il pourrait être possible d'élargir la zone où cela est faux en définissant des protocoles similaires, plus restreints, avec plus de liberté d'action dans les nœuds. Corollaire. Construire quelque chose qui permet aux gens de contourner les intermédiaires et de s'engager directement avec leur public est probablement une bonne idée. Il peut être utile de toujours marcher ou courir le même parcours, car cela libère l'attention pour la réflexion. C'est ainsi que je le ressens, et il existe des preuves historiques en ce sens. Merci à Trevor Blackwell, Daniel Gackle, Pam Graham, Tom Howard, Patrick Shu, Steve Huffman, Jessica Livingston, Henry Lloyd Baker, Bob Metcalf, Ben Miller, Robert Morris, Michael Nielsen, Courtney Pipkin, Joris Poort, Mikaros, Rajat Suri, Harj Tagar, Gary Tan et mon fils cadet pour leurs suggestions et pour avoir lu les brouillons.